conférence sur les réformes engagées par le Chili. Le Chili est un pays encore peu connu en France, bien qu'il soit un exemple de stabilité démocratique et un acteur important en Amérique latine et en Asie-Pacifique et aussi en Europe. Tout comme la France, le Chili a été confronté ces dernières années à des défis socio-économiques importants. Durant cette conférence, nous verrons que le gouvernement chilien, sous la gouvernance de son jeune président, Gabriel Boric, est parvenu à conclure avec le Parlement un pacte pour la croissance économique, le progrès social et la responsabilité fiscale. Ça fait réfléchir et ça nous fait peut-être faire un parallèle avec ce qui se passe en France. C'est peut-être un modèle dont la France pourrait s'inspirer dans les années à venir, si ça va bien, si les réformes se font. Vous verrez dans les présentations qui suivent que le Chili s'est efforcé d'améliorer sa compétitivité, de favoriser l'innovation technologique, de moderniser les institutions de l'État et l'efficacité des processus, ceci tout en maintenant une stabilité juridique pour les investissements. Nous verrons aussi comment le Chili a su tirer profit des nombreux accords commerciaux qu'il a ratifiés. Je crois qu'on en est à 34 accords commerciaux, en voyant ces accords comme des opportunités plutôt que des menaces à sa compétitivité et sa croissance. Encore une fois, on peut dresser un petit parallèle avec le ressenti, des fois en Europe, vis-à-vis certains accords commerciaux. Nous parlerons aussi de transition écologique et de décarbonisation, avec entre autres la stratégie adoptée par le Chili pour une production responsable de lithium, ce composant essentiel à la fabrication des batteries électriques. Enfin, nous parlerons d'électricité et d'hydrogène vert. Alors, je vous présente sans tarder nos intervenants. Ambassadeur Raúl Fernández, vous êtes diplomate de carrière. Vous avez servi en Roumanie, en Suisse, au Brésil, en Malaisie, en Belgique, auprès de l'Union européenne, ainsi qu'au Mexique et aux États-Unis. Vous avez été ambassadeur en Haïti et ensuite auprès de l'Union européenne et de la Belgique et du Luxembourg, de même qu'ambassadeur au Canada jusqu'en 2023, avant de prendre vos fonctions en France. Madame Hélène Drouot, vous êtes économiste senior chez BNP Paribas et vous œuvrez auprès de l'équipe Risque Pays en charge du suivi des pays andins et du Mexique. Vous êtes aussi responsable des recherches menées sur le risque climatique et la transition bas carbone. Vous avez récemment écrit un certain nombre d'articles fort intéressants, j'en fais la publicité, accessibles sur le web et qui sont très révélateurs et qui sont très, très intéressants. D'ailleurs, c'est comme ça que je vous ai connu. Monsieur Guillaume Laurent, vous êtes responsable des relations internationales chez Engie. Vous travaillez en coordination avec la trentaine de pays avec lesquels le groupe Engie exerce ses activités en appui à des projets d'accélération de la transition énergétique. Bienvenue à tous les trois. Alors, on va commencer avec l'ambassadeur Fernandez, qui a une petite... Oui, merci. Bonsoir à vous tous. Merci pour nous accompagner ce soir. Merci à France Amérique. Merci à Mme Geneviève de Rivière, qui est la directrice de section Amérique latine, pour cette rencontre. D'abord, je vais partager avec vous quelques éléments clés sur l'évolution économique et sociale du Chili des dernières années et l'effort qu'ils ont fait pour consolider le développement et l'intégration dans le monde. Plus? Ah bon. Comme de nombreux autres pays, le Chili a traversé des chocs économiques et politiques majeurs dus à des facteurs à la fois internes et externes. Vous voyez, le Chili, c'est un pays qui ne produit pas de pétrole, alors maintenant qu'il y a des problèmes avec l'Iran et avec les Moyen-Orient, le pétrole monte
Et pour nous, on est plein importateur, c'est une chose qui est très complexe pour notre économie. Mais il y a aussi, on doit reconnaître qu'en 2019, on a arrivé à une situation de polarisation très complexe, en laquelle on a eu des mouvements sociaux, et à la fois on a eu la pandémie. C'était presque, il a commencé en 2019, les mouvements sociaux, et après, on a eu la pandémie pendant 2 ans. Et ça a eu des répercussions très importantes en termes positifs et négatifs, bien sûr. D'abord, le gouvernement a dû faire sortir beaucoup d'argent pour aider les gens. Et ça nous a provoqué de l'inflation. Alors, et ça c'est tout à fait naturel, vous le vivez ici aussi, parce qu'il y a eu un très grand effort pour aller donner des soutiens à la population. Mais une fois que la pandémie a fini, on a dû revenir en arrière, non? Et ça, c'était très, très complexe parce qu'on avait une inflation assez grande. Et la seule façon de pouvoir faire face à ça, c'est avec la contraction. Et la contraction, c'est lié à la croissance. Alors, d'avoir une croissance qui était 2-3% par an, parce qu'on a un autre défi grand, non? Que c'est le Media Income Trap, non? Que c'est le Chili a eu une croissance énorme pendant 20 années, avec c'était 5-6% de croissance par année. Mais les dernières 5-6 années, on a chuté jusqu'à 2%, que c'était pour différents facteurs. Mais pour faire baisser l'inflation, on a fait la contraction et aujourd'hui, on pense qu'on va avoir une croissance de 0,2%. Mais on a des chiffres très positifs en termes d'inflation aujourd'hui, c'est autour de 3%. Alors, on a pu faire face à l'inflation et on espère que peu à peu, on va pouvoir commencer à avoir plus de croissance. C'est une situation complexe parce que s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de bon emploi. Mais c'est le seul moyen d'arriver à réduire l'inflation. Pour répondre aux défis, on a pu... bon, je l'oublie toujours. Et on a fait des réformes assez importantes. Une des réformes s'appelle Pacte pour la croissance économique et le progrès social et la responsabilité fiscale. Vous savez qu'on a une tradition de responsabilité fiscale. De ne pas dépasser, on n'avait pas de déficit fiscal jusqu'à la pandémie. Avec la pandémie, on a dû aller à un déficit assez grand, mais on est tout à fait conscient qu'on ne peut pas avoir de déficit fiscal parce que ça, c'est une signe complexe pour les entreprises et aussi pour les gens qui font l'assessment de chaque pays. Non? Si se dégrade le niveau du pays, alors les prêts des banques sont plus chers et plus complexes. Et on a fait un projet de loi avec 19 secteurs. Un, c'est favoriser l'innovation technologique, promouvoir la qualification de la main-d'œuvre. Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, je parlais de income trap. On doit faire un effort meilleur pour avoir des main-d'œuvre qualifiées. Et il y a des secteurs encore qu'on n'a pas.
rendre les institutions environnementales plus efficaces, ça c'est une chose très importante pour nous. On est très engagé avec les actions pour faire face au changement climatique et on a fait un effort assez énorme qu'on peut montrer après sur la production solaire, la production éolienne et diminuer la production de carbone. Ça s'est ajouté avec le patrimoine écologique du Chili, accélérer les nouveaux investissements. Un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est les autorisations. On a une croissance ou création de certaines institutions qui sont en charge de certains secteurs. Alors, l'entreprise doit demander des permis à différentes institutions. Et ça, c'est une complication et on est en train de diminuer le terme en Chili, c'est permisologie, que c'est trop de permis. Non? On ne veut pas baisser les standards, mais on veut avoir une coordination plus effective entre les différentes institutions au ministère. On a parlé déjà de la pression fiscale. Et il y a des autres... il passe aujourd'hui à qu'est-ce que c'est le Chili au monde. Hein? Le Chili a déjà, depuis beaucoup d'années, orienté ses économies vers le monde. Nous sommes un pays exportateur, nous sommes un pays de 19 millions de personnes. Alors, ce n'est pas le Brésil, non? Le Brésil peut construire des infrastructures ou des entreprises. Il y a une énorme quantité de public, de personnes qui peuvent acheter, non? Ce n'est pas le cas du Chili. Alors, on a fait une stratégie d'accord de libre-échange. On a promu et on a utilisé le libre-échange. Et ça, c'est la raison pour laquelle on a aujourd'hui 34 accords commerciaux qui couvrent 65 économies et qui représentent, eux, 88% du PIB mondial et 64% de la population mondiale. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'on a fait un effort pour faire des accords qui viennent du Canada jusqu'à l'Argentine. On a des accords commerciaux avec tous les pays de l'hémisphère occidental. Mais aussi, on a avancé avec l'Europe. L'Europe, c'est un partenaire clé. On a signé l'accord d'association en 2003 et on vient de moderniser cet accord l'année passée. J'espère que la France va ratifier cet accord parce que c'est un accord qui est win-win situation. Ce n'est pas seulement des accords commerciaux, hein, c'est un accord d'association. On a fait, je dis toujours, un upgrade et un update. Alors, on l'a modernisé, mais on a élevé les standards et on a ajouté certains sujets qu'à l'époque, on a signé en 2003, n'existait pas ou c'était dans un niveau prioritaire très bas. Alors, si on voit cet accord, on a inclus digital, on a inclus le cyber et le blanchiment d'argent. Beaucoup de choses les océans, les pôles, parce qu'on est un pays antarctique. Mais c'est très important d'avoir des échanges d'informations sur qu'est-ce qui se passe au nord, à l'Arctique. Il y a les dégels de l'Arctique. Et c'est les mêmes puissances qui sont au sud et au nord. Alors c'est très important d'avoir une collaboration avec la France et tous les autres pays de l'Union européenne. Et bien sûr, on a des valeurs et principes communes et dans cette association, c'est remarqué et refondé dans une perspective plus moderne. Et
et aussi c'est l'Asie-Pacifique. Le Chili, c'était le premier pays au monde qui a signé un accord de commerce avec la Chine. On toujours fait de la discussion pourquoi c'était le Chili. Bon, parce que le Chili, c'était un pays qui était innovateur et à la fois, c'était un pays d'un poids très, pas grand. Non? Alors pour la Chine, c'était comme un essai. Non? C'était le premier pays et bon, ils nous ont profité de cette fenêtre qui c'était très important pour nous. Si vous voyez, aussi on a des autres forats multilatéraux en lesquels on donne beaucoup d'importance, c'est l'Alliance du Pacifique, qui sont 4 pays du Pacifique latin, Mexique, Colombie, Équateur, Pérou et le Chili. Et on a déjà une des conditions pour accéder à l'Alliance du Pacifique, c'est que les pays qui accèdent doivent avoir un accord de libre-échange avec tous les membres. Et par exemple, Singapour a déjà presque fini l'accord de libre-échange avec certains pays de l'Alliance du Pacifique pour être membre plein de l'Alliance du Pacifique. L'Alliance du Pacifique a 63 ou 64 observateurs, un travail assez intéressant dans l'intégration, pas seulement commerciale, sinon une intégration économique. Hein. Les bourses de commerce, tout ça, ils gèrent beaucoup de sujets innovatrices et qui nous aident à faire une sorte d'intégration, pas pleine, mais qui nous aide beaucoup et qui nous donne un poids important vis-à-vis les pays tiers. Et pour l'Asie, bien sûr, on a des relations et des échanges économiques et des traités avec presque tous les pays plus importants de l'Asie. La Chine, Japon, Corée, l'Inde, que c'est l'Indo-Pacifique, tous les pays du sud-est de l'Asie, etc., Australie, Corée, enfin. Ici, vous pouvez voir, et j'espère qu'on va voir aussi les investissements, hein, parce que si vous voyez ici, qu'est-ce que c'est où est-ce qu'on fait l'exportation de Chili. Ça, c'est non dehors le cuivre, qui c'est un des piliers de nos exportations. Non? La Chine, 25%, États-Unis, 19%, Union européenne, 9%, Mercosur, 8%, Alliance Pacifique, 7%, Corée du Sud et Japon. Mais une chose qui est importante, c'est parce que ici en France, en Europe, toujours dit, bon, on est très préoccupé pour la Chine. Pourquoi préoccupé pour la Chine? Si vous voyez les figures, les chiffres, les principaux pays qui sont investisseurs au Chili, ce n'est pas la Chine. La Chine, c'est un partenaire commercial. Mais le Canada, c'est le premier, et après les États-Unis. Les États-Unis étaient très fâchés quand le Canada l'a surpassé. Hein. Pays-Bas, Royaume-Uni, Espagne. 3 pays d'Europe, 2 de l'Union européenne. Et bon, on doit toujours souligner que l'année 2023, même avec toutes les situations économiques restantes, on a eu un record en matière d'investissement direct. On passe à l'autre. Ici, il y a des choses qui sont très à la mode et très importantes. C'est la production de lithium. Vous savez que le Chili a une des plus grandes réserves de lithium au monde. Et on produit beaucoup. On est le 2e au monde parce qu'aujourd'hui, c'est l'Australie qui nous a surpassés. Mais quand même, on est un acteur majeur en lithium et on est en train d'augmenter la production sur la base de certaines licitations. Je ne sais pas si on dit licitation en français.
non, appel d'offres. Appel d'offres. Il y a 6 appels d'offres qui c'est pour des entreprises privées qui doivent travailler avec l'État du Chili via Codelco ou Enami, et 6 autres qui sont des investigations privées qui vont pouvoir exploiter le lithium directement. Et le lithium, c'est lié aux batteries. Aujourd'hui, au Chili, il y a seulement 2 grandes entreprises. Une, c'est Sokimich, qui est une entreprise chilienne, mais il y a 25% d'actionnaires de la Chine, qui préoccupe les gens. Et l'autre, c'est Avermal, qui est une entreprise américaine. Mais on est en train d'ouvrir cette possibilité pour doubler la production. Et il y a plusieurs entreprises françaises qui sont très intéressées, spécialement parce qu'on a demandé pour les nouvelles investisseurs certains standards pour l'extraction, non? En termes ça c'est un mot qui me complique toujours, environnemental. Et la France a certaines entreprises qui peuvent faire la production directe, non? Que c'est une chose qui ne touche pas au moins l'environnement. Ça, c'est une autre chose que c'est l'hydrogène vert. On a eu une explosion, disons, de production d'énergie renouvelable. Si vous voyez, il y a 10 ans, 15 ans, il n'y avait pas d'énergie renouvelable au Chili. Et maintenant, presque les 50% de la production d'énergie, c'est par 60% d'énergie renouvelable. Et ça, c'est le solaire et l'éolien. Et depuis le solaire et l'éolien, on peut produire hydrogène vert. Les Français ont déjà commencé à faire, ils ont fait des investissements, ils sont en train de voir la possibilité de la production d'hydrogène vert qui, la vérité, va être une possibilité très importante. Parce que si vous voyez, dans les transitions énergétiques, la batterie pour les automobiles, pour les voitures sont très importantes, mais pour les camions, les poids lourds, les batteries ne suffisent pas. Alors, l'hydrogène vert peut être un moyen d'utiliser une énergie, disons, une production propre. Et le Chili, vous voyez ici, on a été toujours très innovant. Hein? Si vous vous rappelez ou vous connaissez les TPP, les Trans-Pacific Accords, c'est le Chili qui a commencé avec 3 autres pays dans le P4. Et après, ils sont ajoutés beaucoup de pays. Et on est arrivé jusqu'à les Trans-Pacific Accords. Mais quand le président Trump a commencé son gouvernement, il a sorti de l'accord, et c'était une situation assez compliquée parce qu'on a négocié plusieurs années. Et le Chili a fait un effort énorme, il a fait une réunion à Viña del Mar avec le Japon. Et ça nous a permis de consolider et terminer l'accord. Et aujourd'hui, c'est un accord qui est très important pour l'Asie-Pacifique. Et en termes d'innovation, je crois que c'est important aussi que, par exemple, on a aussi considéré très important tout ce que c'est l'innovation en le numérique. Par exemple, le Chili va construire, en train de construire aujourd'hui, les premiers câbles de fibre optique qui va lier l'Amérique du Sud avec l'Australie. Il va passer par la Nouvelle-Zélande et aussi par la Polynésie française. Et ça, c'est une chose tout à fait innovante qui va permettre
augmentation énorme de la data. Tous les câbles passent par les États-Unis aujourd'hui, non? Il va nous donner une indépendance, mais aussi c'est une façon d'intégration régionale. Ce n'est pas l'intégration physique, c'est l'intégration digitale. Parce que là-bas, c'est le Chili, mais on doit voir et avoir on va ajouter tous les autres pays qui ont près du Chili, l'Argentine, le Brésil, et ça va donner une force énorme d'intégration. Et pourquoi l'Australie? Parce que l'Australie a beaucoup d'autres câbles pour les autres pays de l'Asie. Alors, c'est une chose qu'on est en train de faire avec Google. Et je crois que l'année 2027 va être terminée. Et ça, c'est un autre sujet d'innovation. Le Premier ministre Mahathir, je suis en Malaisie à l'époque, il disait que le Chili et les Malaisiens ont été très semblables. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les points de l'histoire. Il y a des autres pays qui doivent faire des réformes, mais c'est plus difficile parce qu'il y a une histoire de siècles. Il parlait sur la Thaïlande ou le Vietnam vis-à-vis la Malaisie. Et je pense au Brésil, au Mexique, qu'il y a une histoire très grande, très puissante, dans laquelle on doit faire des réformes peu à peu avec le concours de toute la société, et c'est une société diverse. Le Chili est plus petit, un peu plus homogène, même que le cas de Malaisie. Je crois que ça, c'est la raison pour laquelle on a pu naviguer dans ce monde avec beaucoup de défis. Et c'est ça pour le moment. Merci beaucoup. Merci. Là, ça marche. Ambassadeur, je serais curieuse de savoir ce pacte de réforme qui a été signé ou accordé. Comment un président nouvellement arrivé qui ne contrôle pas, qui n'a pas un parti qui n'est pas majoritaire au Parlement, réussit à avoir ce consensus de plusieurs partis d'opposition, incluant peut-être des partis qui n'étaient absolument pas d'accord avec certaines des politiques avancées. Comment on réussit à faire ça? Quel a été le secret de votre président pour arriver où il en est maintenant? Bon, d'abord, l'énergie, non? Et il est quelqu'un qui est capable de se compromettre sans aucun problème et qui peut parler avec tout le monde. Ça, c'est important. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une polarisation énorme. Mais si vous voyez les sujets qu'on a fait dans les pactes, c'est des sujets en lesquels c'est difficile d'être contre. La règle fiscale, c'était un atout majeur pour le Chili, alors la droite ne peut pas être contre. Ou l'innovation, ou toutes les autres choses qu'on a parlé ici, sont des axes en lesquels on peut arriver à certains consensus. Ce n'est pas des changements, disons, fondationnels. Sont des axes pour permettre au Chili de faire face à les épreuves qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est important, mais je crois que le président a eu le courage de la présenter et on est en train de discuter les détails, que les détails sont toujours complexes. Merci, ambassadeur. Peut-être une question additionnelle, c'est la réforme de la retraite. Je sais que vous ne pouvez pas en parler beaucoup parce que c'est en cours, mais c'est quand même intéressant pour, quand on regarde ça de la France, vous avez toujours un système qui
qui est plutôt pas par répartition, mais bien par capitalisation. Le système est devenu imparfait à un certain moment, alors que peut-être qu'au début, il était idéal. Et là, où est-ce que ça amènera, vous pensez, la réforme pourra être peut-être une combinaison de ce qui est répartition et capitalisation, parce qu'on ne peut pas passer d'un modèle total de capitalisation à de la répartition et vice-versa, probablement pour la France, ça sera la même chose. Bon, vous savez que les pensions étaient un sujet de discussion depuis longtemps. Il y avait eu 3-4 commissions qui ont essayé d'avoir un résultat et on n'a pu pas. Alors, c'est un sujet de préoccupation de toute la société. D'abord, la présidente Bachelet, consciente qu'il y a un pourcentage important de personnes qui n'ont pas accès à la retraite. Parce qu'un des problèmes qu'on a dans certains pays en Amérique latine, c'est le secteur informel. Et le secteur informel ne reçoit pas de retraite, dans notre cas. Alors, il a fait une réforme pour aider à tous ces gens, et ça c'était en 2008. Ça s'appelle la pension solidaire pour les personnes sans aucun revenu. Mais ça n'a pas, disons, répondu à tous les défis qu'on avait. Il y a eu une pression assez grande au Chili. Et en 2022, on a eu ce qui s'appelle pension. Excusez-moi, mais je suis diplomate, pas un économiste. Alors, toutes ces choses sont un peu complexes pour moi. Pension universelle garantie pour tous. Ça veut dire que l'État, parce qu'on a un système de pension individuel, vous savez tout ce que vous avez épargné, pas plus, non? Et l'État a créé cette nouvelle pension que c'est très important, hein, parce que si je trouve ici les chiffres, parce que je ne connais pas par cœur, si vous voyez, avec cette pension aujourd'hui, la pension médiane d'une personne sans cette aide reçoit 63 000 pesos. Ça veut dire 13 euros par mois. Et avec cette pension, elle augmente à 268 euros. Alors que c'est une énorme frange, hein, d'aide. Et ça, c'est pour tous les gens, hein, pour les hommes qui sont toujours plus privilégiés. La pension autofinancée de 159 euros, avec cette aide, elle atteint 350 euros. Et pour les femmes, de 38 euros par mois, et la pension a augmenté à 244 euros par mois. Alors, c'était un pas en avant très important, mais pas suffisant. Aujourd'hui, on est en train de discuter, en train de négocier, parce qu'on va augmenter, c'est pas augmenter. Et vous savez que le système de pension, c'est nous, les travailleurs, qui payent les fonds de pension, pas l'employeur. On paye 11% de notre revenu pour la pension, et aujourd'hui, on va ajouter 6% plus de l'employeur. L'employeur qui c'est l'État, qui c'était aussi l'employé privé. Et la discussion, c'est quel pourcentage de ces 6% va aller à la solidarité, aux gens qui reçoivent moins. J'espère qu'on va avoir certains résultats positifs dans un court terme. Même si mon ami ne croit pas, mon ami qui est derrière Diego, je suis été avec le ministre des Finances cette année ici pour le Chile Day, et il est très positif. Hein? Alors j'espère qu'on va résoudre un problème qu'on a depuis longtemps. Merci, ambassadeur.
Solidarité, voilà. Partage. Alors, je vais demander à Madame Drouot de nous donner sa lecture comme économiste, senior économiste, qui observe de très près le Chili depuis plusieurs années. Merci. Alors, bonsoir à tous. Moi aussi, je voulais vous remercier pour votre invitation. Alors d'abord, je voulais me présenter pour qu'on ait bien en tête d'où je parle, puisque c'est quand même important pour savoir ensuite ce que je vais dire. Donc, je suis économiste au service Risque Pays, à la direction des études économiques de BNP Paribas. Et donc, le risque pays... Encore plus près, ouais. Le risque pays, en fait, c'est d'évaluer avec une grille de risque les composants d'un pays. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide la banque à prendre des décisions. Et donc, moi, je suis au niveau pays, je ne suis pas du tout au niveau sectoriel, je suis au niveau pays, c'est-à-dire qu'on essaye d'analyser différents facteurs pour essayer de conseiller la banque à prendre des décisions. Donc, on a différents blocs que je vous propose de regarder pour le Chili. Et ensuite, on prend une décision. Donc, d'abord, c'est quand on regarde un pays, on regarde le cadre institutionnel et politique. Est-ce que l'environnement des affaires est bon? Est-ce que si vous investissez, vous avez un risque que d'un seul coup l'État nationalise et que vous perdiez totalement votre investissement? Ce genre de choses. Est-ce que les politiques sont stables et crédibles? C'est tout un ensemble d'indicateurs qu'on regarde. Dans le cas du Chili, comme vous le disiez, en fait, c'est un pays qui est particulièrement stable. C'est-à-dire qu'en dépit de mouvements, que ce soit internes, comme vous le disiez, avec la crise politique, ou que ce soit externe avec la pandémie, le pays est resté stable, les institutions ont tenu bon, et on a en parallèle à ça un cadre institutionnel qui est très fort. En dépit de l'alternance de gouvernement au cours des 10, même 15 dernières années, la Banque centrale est restée indépendante. Les politiques économiques ont favorisé plutôt en général le climat des affaires. La confiance des investisseurs est restée relativement solide. Donc c'est un cadre stable. Voilà, c'est un pays qui est fort de ce point de vue-là. On pourrait comparer, par exemple, dans les pays de la région. Ce n'est pas du tout le cas au Mexique, par exemple. Au Mexique, depuis 5-6 ans maintenant, les politiques sont plutôt volatiles et ont plutôt tendance à accentuer une défiance de la part des investisseurs. Donc, c'est un point très positif pour le Chili. Ensuite, on regarde la vulnérabilité plutôt externe. Donc, c'est-à-dire de quoi est composée la dette externe du pays. Est-ce que le pays peut faire face à ses engagements? Là encore, dans le cadre du Chili, comme vous le disiez tout à l'heure, la vulnérabilité externe est relativement modérée. Effectivement, il y a des déficits, puisque c'est un pays qui est importateur net, notamment de pétrole. Et en plus, c'est un pays qui se développe, donc il y a de forts investissements, donc on importe des biens, notamment des biens de capitaux. Mais les investissements étrangers sont suffisamment importants pour combler ce déficit. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, en fait tout se recoupe, dans une grille de risque, tout se recoupe. Comme je le disais tout à l'heure, la Banque centrale est forte et indépendante, donc elle gère plutôt bien les réserves de change. Donc les réserves de change sont abondantes, elles représentent environ 8 mois d'import, donc c'est quand même important. Au Mexique, à titre de comparaison, c'est entre 4 mois et 4 mois et demi. Et enfin, la dette externe a augmenté au cours des dernières années, mais c'est un peu obligé, si je peux dire, dans le cadre d'un pays en développement, d'une part. Et ensuite, la dette externe est composée principalement d'investissements et ensuite de prêts entre entreprises. Donc, c'est une dette qu'on n'appelle pas vulnérable. Enfin, on dit que le profil de la dette est favorable dans ce cas-là et que ce n'est pas une vulnérabilité. Ensuite, alors on y vient, c'est le sujet en général le plus... La dette souveraine, le risque souverain. Est-ce que le pays va faire défaut sur sa dette publique? Dans le cadre
du Chili, encore une fois, puisque c'est notre sujet aujourd'hui. Le risque est modéré là aussi. Alors évidemment, le déficit public a augmenté au cours de la pandémie, mais c'est plutôt une bonne chose parce que ça a permis de sauver l'économie. La dette publique a augmenté, mais elle partait d'un point très bas. Et en plus, on est encore aujourd'hui inférieur à 45% du PIB. Donc quand on connaît les chiffres des pays développés, 45% du PIB, ça reste encore très modéré. Les investisseurs investissent à long terme. La maturité de la dette est de plus de 10 ans. Donc, c'est-à-dire qu'on ne risque pas d'avoir des flux financiers qui font des allers-retours. Donc ça encore, c'est une bonne chose. Et ensuite, la dette... Alors, le risque qu'on pourrait avoir concernant le Chili, est-ce que la dette est libellée en devise ou en monnaie locale? Alors, dans le cadre du Chili, on est à environ 65% en monnaie locale. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une marge en devise qui fait que si un jour on a une crise mondiale, un sentiment de panique généralisé sur les marchés, on a des investisseurs qui peuvent jouer la sécurité, retirer leur monnaie, enfin leurs investissements, et avoir une dette qui est plus vulnérable. Cela dit, ça reste quand même modéré, et dans le cadre du Chili, on n'est pas très inquiet, quoi. Une fois qu'on a dit ça, on a ensuite le risque financier. Le risque financier, en gros, c'est le risque que le système bancaire fasse faillite. Je pense à un pays comme le Vietnam, par exemple, où le risque financier est très, 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 très élevé. Ce n'est pas du tout le cas au Chili. Les ménages sont peu endettés, les entreprises sont peu endettées, les banques sont solides. Donc, pardon, j'ai oublié sur le risque souverain. Il y a assez peu au Chili de dette contingente. Je pense, par exemple, la dette contingente, c'est si l'État doit venir à la rescousse d'une entreprise publique qui se porterait pas bien. Et là encore, je vais citer, désolé, le cas du Mexique, puisque l'entreprise nationale pétrolière, Pemex, est en difficulté, en grande difficulté, et régulièrement, l'État doit intervenir pour sauver Pemex et pour l'aider à payer sa dette. La dette contingente est relativement limitée au Chili et ce n'est pas un sujet qui nous préoccupe au Chili. Voilà, pardon. Je voulais parler de ça, donc je referme la parenthèse. Je reviens au risque financier qui est pas très élevé au Chili. Maintenant qu'on a dit ça et qu'on a un panorama en fait, de tous les risques, notre question ensuite, c'est de se poser, et alors du coup, une fois qu'on a ce cadre institutionnel fort, ce risque externe modéré, ce risque souverain modéré, quelles sont les perspectives, et notamment les perspectives de croissance? Alors, il y a deux risques distincts. Je parle tout le temps en risque parce que c'est mon biais. Voilà. Deux risques distincts. Il y a d'abord le risque national, parce qu'on a un risque malgré tout de cohésion sociale qui reste. En dépit d'efforts très importants faits par le gouvernement, malgré tout, il y a eu 2 tentatives de modifier la Constitution qui ont échoué. Là, on va rentrer dans une année électorale, donc la possibilité de faire des réformes se réduit fortement pour le président et pour le gouvernement. Et le pays reste un des pays les plus inégalitaires, des pays de l'OCDE notamment. D'après la dernière étude de l'OCDE, plus de 50% des ménages restent vulnérables, c'est-à-dire qu'ils peuvent basculer dans la pauvreté rapidement, en fait. Le moindre accident, on perd son travail, je ne sais pas quoi, on peut basculer dans la pauvreté. Donc c'est un pays qui peut, et on l'a vu en 2019 au moment des événements, s'enflammer quand même brusquement. Donc il y a un problème de cohésion sociale pour nous. Il y a cette question encore, vous le disiez, de réforme du système de retraite qui pourrait aider à réduire les inégalités si la réforme était adoptée. Et donc ça, pour nous, c'est un point important. Alors évidemment, on n'est pas au niveau d'un pays, par exemple, comme la Thaïlande, où on est au bord du coup d'État tous les 2 ans. Donc c'est pas du tout le problème. C'est juste que c'est une question à long terme de cohésion sociale et de redistribution en fait de la richesse. Parce qu'on voit que c'est un pays qui, au cours des 30 dernières années, a énormément progressé. Il y a une croissance qui était très forte et les inégalités n'ont
pas ou peu été modifié. Et donc, ça pourrait à terme poser problème. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est le problème, enfin, c'est pas vraiment un problème, mais comment on gère la ressource, et notamment la ressource naturelle. Le pays dispose d'énormément de cuivre, d'énormément de lithium, mais on ne peut pas fonder une croissance à long terme uniquement sur les exportations de ressources naturelles. Alors, déjà parce que les deux sont des matériaux critiques. Donc les matériaux critiques, ce sont des matériaux pour lesquels on a des inquiétudes, que ce soit sur la gestion de la fin de vie, comme par exemple le cuivre, que ce soit sur la concentration du métal qui se trouve à un seul endroit. Voilà. La substituabilité, ça pourrait être le cas par exemple pour le lithium. Et donc il faut trouver une manière d'avoir de la croissance qui soit autre que celle de l'exportation pure des matières premières. Alors, et il y a un autre problème qui est lié, mais bon, c'est le problème de la Chine. Alors, pour le lithium et aussi pour la Chine, en fait, le problème, c'est que pour l'instant, le Chili n'arrive pas à être sur l'ensemble de la chaîne de valeur des batteries, comme vous le disiez, lithium-ion. Pour l'instant, le Chili extrait le lithium, le transforme un petit peu, mais ensuite, il est exporté vers d'autres pays, notamment des pays d'Asie, qui ensuite continuent la chaîne de valeur pour arriver à avoir une batterie. Pas la solution, mais en tout cas, ce qui pourrait être bénéfique aux pays de la région, c'est de progresser dans les chaînes de valeur et de réussir à avoir une industrie capable d'être présente sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Ça nécessite à la fois une acquisition de savoir, une implantation industrielle, mais ça nécessite aussi d'avoir des débouchés. C'est-à-dire qu'il faut que dans l'ensemble de la région, on ait des débouchés pour des ventes de véhicules électriques. Parce que si vous avez des véhicules électriques et que vous ne savez pas quoi en faire, on n'est pas tellement avancé finalement. Donc, il y a toute une dynamique en fait qui est nécessaire pour l'ensemble de la région, et c'est quelque chose qui, enfin, ça va pas se faire dans les 2 ans, quoi. C'est vraiment une dynamique de fond, voilà. Ensuite, je parlais aussi tout à l'heure de la substituabilité, parce que on ne peut pas non plus considérer que le lithium, c'est le nouveau produit phare dont on se servira pendant des années et des années encore. Il faut penser au recyclage. C'est une matière qui se recycle plutôt bien, et on peut imaginer fabriquer des batteries sans extraire de nouveau lithium, c'est-à-dire en recyclant d'anciennes. Donc du coup, là, si on est seulement exportateur ou extracteur, on n'a plus de débouchés. Voilà, le recyclage. Et donc voilà, je disais le problème de la Chine, parce qu'en fait, la Chine, comme vous le disiez, possède des entreprises déjà qui sont au Chili, et la Chine est un acteur majeur du lithium sur toutes les étapes de la chaîne de valeur des énergies renouvelables, et notamment du lithium. Voilà, je crois que j'ai fait un tour à peu près complet. Et bah, voilà. Alors là, ça marche. Merci, Madame Drouin. Je pense que pour les questions, on se retournera vers nos participants dans la salle, qui en auront certainement plusieurs. Alors maintenant, on va passer à Monsieur Guillaume Laurent, qui va nous parler de Engie, qui est une société très active au Chili et ailleurs en Amérique latine. Ça vous a permis aussi de voir qu'on emploie à peu près 1200 personnes. Ils n'étaient pas tous présents sur la vidéo, hein, ça n'aurait pas été possible. Mais 1200 personnes, et la grande majorité, évidemment, je dirais 80-90% sont chiliens. C'est un pays dans lequel on est présent depuis à peu près 30 ans. Alors historiquement, on peut trouver des traces d'Engie il y a 100 ans sur du gaz. En tout cas, on développe depuis 30 ans au Chili. Vous l'avez vu, hein, sur la partie génération d'électricité, on est le 3e générateur d'électricité au Chili sur du renouvelable.
pas uniquement. Historiquement, on produit l'électricité par du charbon et nous avons un plan de décarbonisation en lien avec le gouvernement pour arrêter l'ensemble du charbon d'ici à 2026. Et évidemment, ces transformations-là sont des transformations extrêmement importantes pour le système énergétique du pays. On ne déconnecte pas du charbon comme ça. Et il y a une nécessité de transition énergétique vers des installations différentes. Donc, troisième générateur, éolien, solaire. On développe également des batteries à côté de la production renouvelable afin de lutter contre l'intermittence et de pouvoir injecter sur le réseau de l'électricité quand il n'y a pas de vent, quand il n'y a pas de soleil. L'autre activité principale que l'on a, c'est une activité de transport d'électricité, de gaz, parce que vous pouvez produire autant d'énergie que vous voulez, si vous ne le branchez pas au réseau, ça ne marchera pas. Donc c'est une activité qui est extrêmement importante aussi pour le Chili, et nous sommes le 4e opérateur de transport aujourd'hui de gaz et d'électricité au Chili. Nous sommes un acteur gazier également, nous gérons un terminal de GNL, dans le nord du Chili. Et évidemment, le rôle du gaz, j'y reviendrai peut-être, est un rôle de transition aussi énergétique dans beaucoup de pays d'Amérique latine et centrale, et notamment au Chili. Bon, maintenant que je vous ai dit tout ça, on n'est pas plus avancé que ça. Et ce que j'aimerais vous donner en quelques mots, je serai pas long, parce que j'ai vu le buffet tout à l'heure, et donc je suis un peu la dernière personne qui entre vous et le buffet. Donc ça, c'est toujours une position délicate. Et donc, ce que j'aimerais vous dire en quelques mots, c'est vous donner une grille de lecture. Une grille de lecture, non pas technique sur les installations, mais une grille de lecture sur ce qu'il est nécessaire de savoir, entre guillemets, pour réfléchir sur la transition énergétique au Chili et en Amérique latine. Pour la première chose à savoir, alors, je suis mal placé également, puisque monsieur l'ambassadeur et Hélène ont déjà discuté des réformes environnementales, des réformes énergétiques, et donc je me retrouve avec peu de choses finalement à vous dire. Bon, je vais quand même essayer de vous dire ceci. Aujourd'hui, beaucoup de textes sont discutés au niveau du Congrès au Chili, des textes sur les permis, l'octroi de permis pour le développement de renouvelables, production, l'octroi de permis pour des infrastructures de transport. Monsieur l'ambassadeur en a parlé tout à l'heure, c'est évidemment extrêmement important. L'accélération du temps nécessaire à obtenir ces permis, c'est du temps gagné pour la transition énergétique. Et vous avez des études économiques, et là je fais référence à toi, des études économiques qui traduisent ce temps potentiellement gagnable en termes de PIB pour le pays. Et donc, je ne suis pas économiste, donc je laisserai les économistes commenter. Et cette réforme-là, elle est donc nécessaire et elle devrait porter ses fruits assez rapidement, nous l'espérons. La réforme aussi, plus globale aujourd'hui, et on l'abordait tout à l'heure, quand vous enlevez de l'électricité produite à partir de charbon sur un pays, vous devez le remplacer par quelque chose. Alors, aujourd'hui, ce quelque chose, et cette façon de faire la transition, elle est également discutée au Chili. Et ce que nous pensons chez Engie, mais d'autres acteurs aussi de l'énergie au Chili, c'est qu'il est nécessaire de faire une transition avec des technologies renouvelables, des technologies de flexibilité pour le réseau, donc donner des services au réseau afin que le réseau puisse faire face à l'intermittence des renouvelables, tout en évitant l'insécurité énergétique et donc avoir des blackouts. Le développement des batteries est également discuté au Congrès. Et le développement des batteries, le développement de l'ensemble des services de flexibilité qu'on peut donner au réseau dans énormément de pays. Discuter du cadre légal, discuter du cadre réglementaire sur ces sujets-là, c'est discuter aussi du cadre de réglementation et de rémunération de ces actifs. Et donc aujourd'hui, cette discussion-là, qui est au Chili, qui est dans d'autres pays d'Amérique latine, elle est indispensable et elle est nécessaire à la transition, savoir où on va, quelles sont demain mes fournitures d'énergie nécessaires, quelle est demain la part d'export ou la part d'import d'énergie que je peux avoir, que ce soit en termes de pétrole, on en a parlé, ou autre. Ces sujets-là sont indispensables. Autre sujet en cours de discussion, et je passerai rapidement dessus, est un sujet de réforme tarifaire, notamment sur les tarifs d'électricité. Et ces sujets-là aussi sont très importants, notamment pour Engie. Le rôle du gaz, nous en parlons, et j'ai bientôt fini.
le rôle du gaz pour la transition, ça peut vous paraître peut-être de prime abord difficile à appréhender. Bon, il s'avère que le gaz, la production gazière, le transport de gaz en Amérique latine et au Chili sont des énergies de transition, car justement, on parlait d'enlever du charbon, de mettre autre chose, des renouvelables, de l'intermittence. Pour lutter contre l'intermittence des énergies aujourd'hui, il y a une nécessité, notamment via la production de gaz, pour consommer du gaz en tant que tel, ou pour produire de l'électricité avec du gaz. Et donc le rôle du gaz dans la transition aujourd'hui est nécessaire. Le rôle du gaz aussi est nécessaire sur le long terme. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en Europe notamment, dans d'autres pays, la production de biométhane est aujourd'hui quelque chose que énormément d'acteurs dans le monde regardent. La production de biométhane, c'est une production avec des aspects de molécules identiques au gaz naturel. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'ensemble des réseaux gaziers qui existent dans le monde aujourd'hui peuvent être réutilisés avec de la production de biométhane qui, elle, n'est pas émettrice supplémentaire de carbone. Et enfin, je terminerai là-dessus, et au plaisir de prendre des questions et discuter peut-être sur des sujets que nous avons tous les trois mentionnés. Un sujet un peu plus général, qui est un sujet d'interconnexion. Alors, on parlait de réseau à l'instant, en Europe, vous avez un système qu'on appelle un système interconnecté. C'est-à-dire que si la France ne produit pas assez, l'Allemagne en donne, et inversement. Pareil pour l'Italie. Pareil. Et ce système interconnexion vous permet d'avoir une sécurité énergétique en Europe, vous permet d'éviter des blackouts, vous permet aussi d'avoir des prix du marché de gros d'électricité et du gaz qui sont un peu plus... qui sont compétitifs. Excusez-moi, qui sont donc moins élevés que s'il y avait des systèmes de marché gros dans chaque pays. Aujourd'hui, l'un des défis de l'Amérique latine et de l'Amérique centrale, c'est cette question de l'interconnexion électrique. Il y a des initiatives qui existent, mais la zone n'est absolument pas interconnectée. Il n'y a pas un marché central qui existe avec un prix de marché. Et ce sujet-là, il est un défi pour énormément de pays. Et il est le défi de l'Amérique latine et de l'Amérique centrale pour les 10-20 prochaines années, parce qu'on ne l'a pas fait en 2 jours en Europe. Il permet évidemment de garantir une sécurité énergétique dans chaque pays. Il permet et surtout dans des pays qui sont très dépendants à l'hydroélectricité et donc très dépendants des conditions climatiques. Si j'ai une sécheresse, si je n'ai pas assez d'eau, je suis dans une incapacité de subvenir à mes besoins, j'ai besoin de l'import. Et le fait d'avoir des réseaux électriques, notamment avec les pays voisins, devient une nécessité. Mais c'est le cas aussi inversement. Car parfois, je surproduis en tant que pays. Et donc, ces réseaux-là sont ma capacité de valoriser ma production et de faire en sorte que cette production soit utilisée par d'autres. Je m'arrête là et merci pour votre écoute et au plaisir de discuter. Merci, c'est fascinant. J'aurais peut-être une petite question avant de passer la parole à la salle. Comment ça fonctionne? Comment Engie, qui est quand même... Il y a beaucoup de compétiteurs de Engie. Comment Engie a-t-elle pu se positionner dans tant de marchés au Chili en si peu de temps? Alors, en si peu de temps, je ne dirais pas que c'est un temps court nécessairement pour la partie économique. C'est un peu plus de 30 ans. On est présent en Amérique latine dans d'autres pays, le Brésil, le Pérou, le Mexique, on en parlait tout à l'heure. Je ne commenterai pas sur le Mexique, et dans lequel nous avons beaucoup d'activités. L'ensemble de ces développements économiques s'est fait petit à petit. On a commencé il y a 30 ans, notamment sur la partie d'hydroélectricité, production hydraulique via des barrages. Et nous avons, au fur et à mesure, diversifié nos activités via acquisition, via croissance organique. Et donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est fait par petits pas. Et ça a été le cas au Chili, avec des développements qui se sont diversifiés vers la production de renouvelables assez récemment, de mémoire en 2018. Et donc avec une volonté, vous l'avez compris, de développer plus de renouvelables, de développer plus d'activités durables et en lien avec l'environnement. Alors,
Si vous me demandez, Geneviève, une recette miracle, je serais mal placé pour vous la donner. Néanmoins, je pense que ce qui est différenciant d'Engie par rapport à d'autres, c'est que nous sommes un intégrateur. Nous sommes sur l'ensemble de la chaîne des valeurs des métiers sur lesquels nous exerçons et sur des métiers qui sont assez complémentaires. On parlait de production de renouvelables tout à l'heure. On parlait de batterie. On parlait de réseau. Et tout ça, c'est lié à un projet. Évidemment, nous avons des projets différenciants, mais quand vous développez du renouvelable aujourd'hui, vous êtes obligé de connaître comment marche un réseau, vous êtes obligé de connaître comment marche une batterie. Donc, je pense que ça, c'est un facteur différenciant. Et ensuite, je pense aussi que la relation extrêmement bonne que nous avons avec le gouvernement chilien et son écoute sur le développement de cadres réglementaires est un aspect évidemment très très important. Et je termine là-dessus. Je n'ai pas mentionné de chiffres, mais vous l'avez peut-être lu ici. Ce n'était pas en espagnol, vu que c'était en chiffres. Vous n'avez pas d'excuses. Donc, nous investissons de 2023 à 2027 à peu près 1,8 milliard de dollars au Chili, notamment sur donc, le développement de réseaux et le développement de renouvelables. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais... Merci. Alors, nous allons passer aux questions. Monsieur de Mestier, qui est devant ici. Merci. Espérons que le micro va fonctionner. Oui. Bon, merci pour ces interventions passionnantes. J'ai peut-être juste une petite question pour Madame Drouot. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur votre appréciation de l'économie informelle au Chili dans l'appréciation du risque pays? En fait, malheureusement, non, parce que on travaille beaucoup à partir de chiffres et par définition, l'économie informelle, il n'y a pas de chiffres. Et on ne fait pas d'estimation de l'économie informelle et donc ce n'est pas du tout quelque chose qu'on prend en compte dans nos calculs de risque. Voilà. Autre question ? Si vous pouvez vous identifier aussi. Bonjour, Pascal Auger, je suis administratrice de société, dont une société productrice de biogaz. Merci pour cette présentation. J'avais une question qui vous concerne sur l'alliance qui a été évoquée, cette alliance pacifique et l'interconnexion que vous mentionniez. Cette stabilité énergétique, quelle serait cette interconnexion et quels seraient les acteurs? Est-ce que c'est cette alliance pacifique? Comment évaluer le risque de ce type d'alliance? Est-ce que c'est bêtement la moyenne des risques pays? Je ne pense pas, c'est peut-être plus complexe que ça. Et donc, comment arriver à faire émerger cette notion qui a donné, comme on le disait sur l'Europe, une certaine stabilité et la capacité à éviter des crises énergétiques majeures? Merci. Et, bon, on a toujours essayé de travailler pour une meilleure intégration, sans doute. On a la volonté et on essaie de le faire. Mais un cas qui c'est très intéressant, c'est l'intégration qu'on a avec l'Argentine. Ils ont reçu des gaz depuis le Chili, pas parce qu'on produit, mais parce que c'est les gaz qu'ils ont apportés via les ports chiliens. Et maintenant qu'ils ont une surproduction, on achète des gaz à Argentine. Alors, on a certains réseaux. Et au nord, on pense qu'on peut faire la même chose avec le Pérou. Ce n'est pas concrétisé, mais on a une production d'énergie solaire qui pourrait être envoyée au Pérou. Et l'autre, c'est la data, non? Tous les facteurs de fibre optique qui aujourd'hui c'est un atout pour l'intégration digitale. Mais bien sûr, on voudrait avoir plus d'intégration. Il y a un autre facteur qui c'est physique, qui c'est depuis longtemps et qui commence déjà à concrétiser, c'est le réseau entre Paraguay, Brésil, l'Argentine, au Chili, parce qu'il y a beaucoup de production, spécialement du Brésil, à l'intérieur, qui peut sortir pour les ports chiliens. Et ça, c'est
une chose qui est importante. Et il y a des gens qui disent, bon, c'est la concurrence avec nous qui nous sommes vers le Pacifique. Mais autour de tout ça, il y a des services. Il y a des autres choses qui se créent. Et la même chose qu'avec les cuivres, c'est les matières premières. Mais de 2 emplois qu'on a dans la mine, il y a 8 autour de la mine. Et ça, c'est les services. Et c'est important aussi de considérer ça. Ce n'est pas seulement la matière première, sinon toutes les choses qui sont autour de ce type de production. Et je crois qu'une fois, Paraguay a fait un travail énorme aussi pour concrétiser cette route qu'on va inaugurer, je crois que dans un moyen terme. C'est un travail qu'on a fait depuis longtemps. Aujourd'hui, ce n'est pas la route le problème, sinon la homologation. C'est un camion qui vient de Paraguay peut transiter jusqu'à le Chili. Et quels sont les papiers, non, disons, pour la reconnaissance des produits et tout ça. Et ça, c'est une négociation qui est toujours complexe, mais il y a beaucoup d'espoir de l'avoir dans un court terme. Je me permettrai aussi de dire sur la connexion électrique, tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Monsieur l'ambassadeur. Simplement, l'interconnexion, par exemple, à laquelle faisait référence Monsieur l'ambassadeur sur la partie électrique entre le Pérou et le Chili, on en parle depuis 2011. Bon, d'une manière générale, ce qui bloque le développement d'interconnexion électrique et ce qui bloque la mise en œuvre d'un système centralisé, c'est la dimension politique. Parce qu'il faut bien s'accorder sur le fait de construire un pipe qui va passer physiquement dans un territoire et un autre. Il faut bien s'accorder sur un système de rémunération, il faut bien s'accorder sur beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ça se fait de manière... ça se fait au cas par cas. Il y a des difficultés techniques. On n'est pas sur la même tension entre le Pérou et le Chili, par exemple. Mais ça se résout de manière pas forcément facile, mais ça peut se résoudre. Il y a des difficultés financières, mais le point principal, c'est une difficulté politique et une vision globale sur l'ensemble des pays. Et moi, je suis extrêmement content que le Pérou ait ce leadership en la matière, qui est un excellent exemple des interconnexions dans la région. On poursuit les questions. Oui, merci. Braulio Moro, journaliste. J'aurais une question, monsieur l'ambassadeur. J'ai trouvé très intéressant votre présentation. Vous avez évoqué dès le départ deux choses, la mobilisation, les protestations de 2019, et ensuite le fait que le Chili, il y a 34 accords de libre-échange. Et Mme Duro évoquait le fait que du pays de l'OCDE, le Chili est en dernière place au niveau de distribution des coefficients de Gini. Qu'est-ce qu'il est en train de faire concrètement le gouvernement actuel pour essayer de dépasser cette situation-là, que c'est assez contradictoire d'ailleurs? C'est ça. Merci. C'est complexe votre demande, spécialement pour quelqu'un qui n'est pas économiste. Et on réfléchit beaucoup sur ça, parce que c'est le cas des impôts. Quelqu'un qui a un salaire moyen au Chili paye 40% d'impôts. Moyenne à la haut. Un fonctionnaire public bien salarié paye 40% d'impôts. Et les entreprises payent 27%. En France, c'est 25%. Ça, c'est le problème ou ce n'est pas le problème? Alors, il y a, je crois, que beaucoup de facteurs qu'on doit, et on est en train d'essayer de faire. Il y a certains qui c'est impossible de le faire. 90% de la population ne paye pas d'impôts. Et ce n'est pas extrêmement pauvre, mais sont exempts d'impôts. Est-ce qu'on peut faire que quelqu'un paye un peu d'impôts? C'est impossible. Politiquement incorrect, ça ne va pas passer. Non? Mais je crois qu'il y a des facteurs qui peuvent aider énormément pour diminuer les inéquités. Une chose, c'est le secteur de la santé. Sans doute. Il y a un pourcentage de la population qui paye pour la santé. Et l'autre ne paye pas, mais il n'y a pas de capacité pour donner des réponses rapides. Une fois qu'on
on résout ça et cette année, par exemple, on va augmenter énormément les budgets et peut nous aider. Un autre facteur, c'est l'éducation. L'éducation, aujourd'hui, on a un défi énorme et on va augmenter aussi les budgets parce qu'il y a une discussion aujourd'hui sur qu'est-ce que c'est prioritaire, l'éducation supérieure ou l'éducation préscolaire ou scolaire. Et je crois que les deux sont très importants. Non? Si on veut avoir des gens qui ont une knowledge, non? Une connaissance énorme, qui peut répondre aux atouts qu'on a aujourd'hui, bon, l'éducation, c'est le principal facteur pour un driver, non? Pour faire d'avoir un résultat propre. Mais c'est complexe. Hein? Je ne sais pas si... je crois que déjà, si on peut donner certains résultats dans les axes santé et éducation, je crois qu'on peut avoir un pas en avant. Bonsoir, merci beaucoup pour vraiment ce panel qui est très très intéressant. Oui. Malheureusement, j'étais en retard, j'ai raté pas mal de choses. Oui. Ouais, ma question s'adresse à l'ambassadeur. Son Excellence, en fait, j'aurais souhaité savoir des impacts réels au niveau de cette réforme de la protection sociale sur les citoyens chiliens, s'il y a vraiment des impacts réels et qu'est-ce qui est fait au niveau des grandes entreprises comme Engie par exemple sur tout ce qui est engagement ESG, est-ce que les populations en bénéficient vraiment, sachant que vraiment on parlait de l'informel qui est très très important dans les pays en voie de développement, 70% quand même on peut dire parfois, qu'est-ce qui est vraiment fait à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a un impact réel sur la vie des citoyens qui n'ont pas accès aux protections sociales avec cette réforme? Je vous remercie. Merci, madame. Je ne sais pas si vous m'avez écouté, parce qu'on a fait un effort énorme déjà pour pouvoir aller en aide les gens les plus démunis avec cette pension garantie. Non? Mais sans doute, il manque encore d'un effort énorme. Et c'est un effort à court terme et à moyen terme. Parce que les gens qui sont jeunes aujourd'hui, ils vont ajouter de solidarité, mais ils vont recevoir à la fin de sa vie. Non? Mais on a eu un impact tout de suite aujourd'hui. Et je crois qu'on doit augmenter cette capacité pour continuer à donner une somme plus grande d'argent aux gens qui sont plus démunis. Et en termes de qu'est-ce que fait les entreprises, bon, je ne peux pas parler ici comme certains disent en termes personnels. Je suis l'ambassadeur du Chili, alors je parle pour le Chili, non? Mais je crois que les entreprises donnent beaucoup et je ne suis pas tout à fait d'accord que les entreprises remplacent l'État. Je ne veux pas que les entreprises construisent des écoles. Bon, bienvenue, non? Mais je crois qu'il y a une responsabilité de l'État de construire des hôpitaux, de gérer les hôpitaux et de construire les écoles. Et je sais qu'il y a des minières qui font... Une autre chose, c'est le travail communautaire. C'est toujours important et c'est par la loi au Chili. On doit travailler avec la communauté. Pour avoir un projet, vous avez... avoir l'avis de la communauté autour du projet. Et je suis tout à fait d'accord qu'on doit travailler avec les communautés. Mais remplacer l'État pour le secteur privé dans certains secteurs clés, au moins moi, comme ambassadeur du Chili, je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Ouais, et je suis assez d'accord avec toi. Le secteur privé et les entreprises n'ont pas vocation à remplacer l'État sur ces sujets-là. Moi, ce que je peux vous dire, peut-être en réponse à votre question, mais en y répondant un tout petit peu à côté, c'est que l'entreprise Engie, au Chili et ailleurs, intègre dans ses activités une dimension de durabilité importante. Alors, pour vous donner un exemple, on a par exemple un budget carbone. Donc,
chaque entité dans le groupe a un budget carbone. Je ne peux pas dépasser ce budget, c'est-à-dire que je ne peux pas dépasser tant d'investissements sur des activités carbonées. Évidemment, le développement en renouvelable n'est pas dans ce budget carbone. L'ensemble des activités qu'on développe au Chili, évidemment, se fait en lien avec des communautés. Parce que quand vous développez des projets, ça impacte des gens. Hein. C'est pas, alors évidemment, quand vous êtes dans le désert, c'est pas la même chose, mais ça impacte aussi des communautés. Il y a une attention extrêmement particulière donnée aux bénéfices sociaux, environnementaux et économiques qu'un projet peut avoir dans une zone géographique. Et puis d'un point de vue entreprise, vie de l'entreprise, encore une fois qui ne remplace pas l'État, nous mettons en place notamment au Chili des politiques de recrutement, par exemple pour les femmes, dédiées aux femmes. Alors pour vous donner une anecdote, on a commencé ça il y a quelques années, vous avez encore 20% d'hommes qui candidatent. Donc, bon, c'est quand même particulier, mais voilà. Donc il y a des engagements sociaux que les entreprises peuvent avoir, mais ces engagements ne remplacent pas l'activité première de l'État-providence. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Maël Lebaille, je suis du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et je m'occupe notamment des questions liées à l'énergie. Donc peut-être en premier lieu souligner la qualité des coopérations et des liens qui unissent la France et le Chili sur le secteur de l'énergie. Et donc on a parlé aujourd'hui du lithium, de l'hydrogène, des questions d'interconnexion avec des exemples d'une grande qualité de coopération. C'est des sujets donc, qui vont avoir des implications très directes avec les entreprises et aussi des liens entre les gouvernements. Donc il y a notamment la visite de la ministre déléguée en charge du commerce extérieur qui a lieu la semaine prochaine et une visite du président de la République qui est prévue et sur lesquelles en novembre et pour lesquelles qui pourront transcrire aussi des renforcements des liens qui unissent nos deux pays et c'est ce dont on se réjouit. Ma question par rapport à ça, c'est plus la question sur l'hydrogène. Donc vous avez parlé de toute ce que mettait en place le Chili, en lien aussi avec des partenaires français et d'autres partenaires étrangers sur la production. Est-ce qu'en termes de consommation et d'usage, il y a aussi des réflexions pour avoir une chaîne de valeur? On a parlé de la chaîne de valeur pour le lithium, par exemple, la question aussi d'avoir pas uniquement l'extraction, mais la production de batteries derrière. Est-ce que, pareil, sur la question de l'hydrogène, se posent des éléments des réflexions sur la consommation dans le pays pour décarboner l'industrie, par exemple, ou décarboner certains autres usages? Merci, je crois que vous savez plus que moi, hein. Je suppose. Deux choses. D'abord, on a une grande relation avec la France dans le secteur énergétique en termes politiques et en termes concrets. Il y a un fonctionnaire français qui travaille au ministère de l'Énergie au Chili. Ça, c'est un signe qu'on travaille ensemble. Deuxièmement, je crois que c'est différent. L'axe de solaire et l'axe lithium. Dans le lithium, il y a une chaîne de valeur claire, parce que la fin, c'est les batteries. Dans l'hydrogène vert, je peux me tromper, mais c'est un combustible. Alors, la transformation, c'est l'ammoniac. Hein? Alors, je ne sais pas s'il y a des autres chaînes de valeur. L'important, c'est d'utiliser cet hydrogène vert. Et pour moi, nous, un pays minier, et avoir des hydrogènes verts pour utiliser pour les grands camions, les poids lourds qu'on utilise, qui sont plus grands que ça, seulement c'est énorme, non? C'est déjà une transformation énorme en termes d'un pays avec une économie verte. Les Français sont là-bas. Et c'est au sud, avec l'énergie éolienne, et on a fait un investissement très important. Et aussi les Allemands. Les Allemands sont très forts. Ils ont fait un accord avec Porsche. Et je crois que ça continue à travailler dans une vitesse plus grande que les Français. Mais les deux sont là-bas pour le hydrogène vert. Bon, et pour le Nord, bon, c'est CDF, il y a beaucoup. Hein, et les chaînes de valeur, bon, on a parlé avec le président Macron, il est tout à fait d'accord qu'il doit avoir ou ajouter dans les chaînes de valeur quelque chose et pas seulement la production de lithium. Même si la production de lithium, ce n'est pas
pure, hein, il y a une transformation aussi au Chili qu'il n'y a pas dans des autres pays. Est-ce que vous pourriez ajouter quelque chose sur l'hydrogène vert? Simplement vous dire que je vous invite à lire la stratégie hydrogène chilienne qui a été publiée il y a quelques années, qui est assez riche aussi d'enseignements sur la manière de financer des projets de la part d'un État, et dans laquelle je pense que vous pouvez trouver des pistes de développement sur les chaînes de valeur. Bon, il s'avère que nous développons un projet notamment avec Enaex sur la chaîne de valeur qu'a mentionné Monsieur l'ambassadeur pour la production d'ammoniac. Et vous en avez sur le transport, vous en avez sur la production de produits chimiques. C'est assez large. Voilà. Non, c'est la composition de la dette publique. De la dette publique, oui. Non, non. Mais je vous en prie, mais là, ce chiffre-là en particulier, c'était la composition de la dette publique. Pourquoi le Chili, qui est un pays qui cherche à s'ouvrir aux partenaires étrangers, pourquoi ne pas promouvoir ou permettre des investissements en dollars notamment beaucoup plus que ce qu'il fait aujourd'hui? Pardon, mais je ne suis pas expert, alors je ne peux pas vous répondre. Hein. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui peut le faire. Mais vous êtes dans le secteur des bus, de la mobilité, non? Santiago, c'est la ville avec plus de bus électriques au monde dehors la Chine. Alors, ça, c'est un signe que les investissements sont bienvenus et qu'on commence à faire les mêmes choses dans des autres villes du pays. Mais en termes de votre demande, je m'excuse. Est-ce que nous avons d'autres questions ou nous allons passer à d'autres choses? Et ce qui vous permettra de... Ah, peut-être une question. Allez-y. Merci, oui. Jean Hidier, je m'occupe des alumni de Stanford et on est très intéressé par tous les problèmes d'énergie et de transition énergétique. Et j'avais une question qui s'adresse peut-être à Monsieur Laurent, je ne sais pas. Vous avez beaucoup parlé d'énergie renouvelable, vous avez parlé d'éolien, vous avez parlé de solaire, mais j'ai peut-être pas noté tout ce qui était énergie hydroélectrique, qui est par nature même une énergie renouvelable. Et je pensais que le Chili, avec sa chaîne de montagnes et toutes les possibilités, je n'ai pas entendu parler d'énergie hydroélectrique. Qu'en est-il au Chili actuellement? Alors, il s'avère qu'on n'est pas un acteur majeur de l'hydroélectricité au Chili côté Engie. On a des actifs hydroélectriques. C'est en effet un actif extrêmement important aujourd'hui pour la décarbonisation de la production électrique, notamment du pays. On est un acteur assez majeur au Brésil. On a à peu près 10 gigawatts. Là, je pourrais vous en parler un peu plus. Mais pour le Chili, je me permettrai de passer la parole à Monsieur l'ambassadeur, qui sera beaucoup plus expert que moi. Bon, il y a quelques années, le secteur hydroélectrique, c'était la base de la production électrique au Chili. Mais après, on a passé au solaire et à l'éolien pour une raison très simple. La population ne veut pas avoir des barrages électriques dans les rivières. Il y a eu une entreprise il y a 10 ans qu'il devait faire une chose très importante au sud et il y avait une flamme contre. Et alors la société, les différents gouvernements et les entreprises se sont rendus compte qu'on devait passer à autre chose. Et pour cette rejet, on a commencé avec les solaires et l'éolien. C'est très simple la raison. C'est la société qui ne veut pas de changement de rivière.
C'est un phénomène qu'on voit dans plusieurs pays, de plus en plus. Avec le dérèglement climatique, les populations sont très préoccupées sur le contrôle des fluents. Et c'est pour ça que c'est l'une des solutions potentielles. Et vous avez besoin d'une complémentarité de solutions pour arriver à votre objectif de décarbonisation. Parce que quand vous êtes soumis à l'hydroélectricité, vous avez des conditions météorologiques qui ne vous permettent pas d'avoir de l'eau, d'ailleurs, vous ne pouvez pas produire. Et donc, c'est pour ça qu'une diversité de solutions est parfois une solution intéressante. Alors, merci de... Désolé, une dernière question comme Simon Tanguy, Galiléem. Je voulais juste aborder le sujet de la géothermie, puisque vous êtes très bien placé pour des développements énergétiques. Et j'ai une deuxième question. Est-ce que vous avez déjà émis des green bonds, des émissions en fait obligataires pour flécher l'investissement vers l'énergie verte, puisqu'en fait ça intéresserait beaucoup d'investisseurs? Merci beaucoup. Alors, je vais vous décevoir parce que je vais vous répondre sur la partie entreprise, puisque Green Bond, vous en avez public, fait par des États, et vous en avez côté entreprise. Alors, il s'avère que Engie est un des plus gros producteurs de Green Bonds corporate au monde. Et donc, en effet, nous émettons des Green Bonds, alors peut-être pas une fois par an, mais presque, avec un fléchage des investissements. Et l'ensemble des investissements, évidemment, comme vous le savez, vous mentionnez la géothermie par exemple, qui pourrait en faire partie, ce sont des investissements qui sont fléchés en fonction de critères techniques très importants, avec des seuils en vous disant sur telle technologie, vous êtes durable parce que vous ne dépassez pas tel seuil de CO2 équivalent par tonne d'électricité ou gaz produit. Et donc, voilà, on a une pratique chez Engie très importante et je serais ravi de vous envoyer des informations sur le sujet. Je m'excuse parce que je ne connais pas les détails. Je sais qu'on a des green bonds. On a été très actifs avec les COP dans les négociations pour que les pays moins développés puissent échanger avec les grandes puissances des green bonds. Mais les détails sur ce sujet, malheureusement, je ne peux pas vous donner, mais on peut vous transmettre après. Malheureusement, notre attaché d'investissement de l'ambassade n'a pas pu nous accompagner, qui c'est la personne qui vraiment connaît en détail ce sujet. Mais peut-être qu'un suivi pourrait être fait avec la représentante du secteur scientifique ici, durant la réception. Alors, merci à nos intervenants. Vous avez été extraordinaires. On a beaucoup appris. Et merci à tout le monde pour votre intérêt et votre patience. Et on se voit très bientôt pour une prochaine conférence qui aura lieu le 2 décembre et qui portera sur l'Argentine. Et je vous invite à vous joindre à nous pour une réception, un verre amical, pour continuer la discussion. Merci.